Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on voulait aborder un sujet un peu particulier, qui revient de plus en plus dans nos cabinets et dans les conversations en général. La trypophobie, Mhm. cette aversion, cette peur intense des motifs de trous. On a eu pas mal de questions là-dessus, notamment de la part de collègues, qui se demandent un peu comment aborder ça. Oui, L'idée, c'est donc de faire le point, tranquillement, pour mieux comprendre. Pour commencer, le mot lui-même, il vient du grec trypta, les trous, et phobos, la peur. Mais on va voir que c'est bien plus que ça. C'est quelque chose de viscéral. oui, tout à fait. Et je pense que la première chose à dire vraiment, c'est de normaliser la chose. On entend souvent dire «Oh, c'est dans ta tête». Mais non, C'est ça. c'est une vraie réaction physiologique. Alors c'est vrai, la trypophobie n'est pas encore officiellement dans le DSM-5, le grand manuel de diagnostic, mais la science, elle est très claire. C'est un phénomène réel, mesurable. Et ce n'est pas si rare, si j'ai bien compris. Pas du tout. Et c'est ça qui est important. Les études estiment que ça touche entre 10 et 18% de la population. Ah oui, quand même. C'est C'est énorme. Ça veut dire potentiellement une personne sur 10, voire presque une sur 5. Donc on est loin, très loin du caprice ou de la bizarrerie. 1 sur 5. Ça change toute la perspective. On n'est plus du tout dans le registre de la petite phobie anecdotique, là. Exactement. Bon, alors, l'objectif est clair, dédramatiser, comprendre qui est touché, explorer un peu les mécanismes derrière et surtout, parler des solutions. Parce qu'il y en a. Alors, justement, qui sont les personnes les plus touchées? On a un profil type? Oui, on a des données assez précises. Et le chiffre qui frappe le plus, c'est la différence de genre. La trypophobie toucherait environ 32% des femmes. Un tiers? Oui. Contre 18% des hommes. C'est quasiment un ratio de 2 pour 1. 2 femmes pour un homme. C'est vraiment marquant. Et on observe ça pour d'autres sensibilités d'ailleurs. Comment on l'explique? C'est biologique, social? C'est un peu un mélange des deux, comme souvent. La première piste, elle est sans doute biologique. En moyenne, les femmes ont une sensibilité au dégoût qui est plus élevée. C'est un mécanisme de protection hérité de l'évolution, probablement pour protéger la descendance. D'accord, logique. Ensuite, il y a le facteur socio-culturel. Il y a peut-être moins de pression sociale sur les femmes pour qu'elles masquent ce genre de réaction. Et puis, il y a un facteur très très moderne. J'imagine que tu penses aux réseaux sociaux? Exactement. L'exposition massive à ces images. Les jeunes femmes sont particulièrement actives sur des plateformes où circulent ces fameux challenges de trypophobie, ces images modifiées. Ça ne crée pas la phobie de zéro, mais sur une sensibilité déjà là, ça agit comme un amplificateur énorme. Oui, et puis la réaction que les gens décrivent, ça va bien au-delà de la simple grimace. C'est pas juste «j'aime pas ça», c'est un envahissement total, une réaction physique incontrôlable. Absolument. Et là, on touche au cœur de ce qui rend la trypophobie si particulière. Ce qui la différencie de la peur des araignées ou du vide, c'est que l'émotion dominante, ce n'est pas la peur. Ah bon? Non, une étude clé a montré que dans plus de 60% des cas, l'émotion principale, c'est le dégoût. La peur pure, elle, n'arrive qu'à 5%. Mais c'est fondamental, cette distinction. Ça change toute la lecture du phénomène. Si je comprends bien, le cerveau n'active pas le circuit du danger imminent, comme face à un serpent, C'est ça. mais plutôt le circuit du risque de contamination, comme face à de la nourriture avariée ou une maladie. C'est exactement ça. L'analogie est parfaite. Une araignée, c'est le circuit de la peur, le fameux fuis ou combat. Une lésion de peau suspecte, c'est le circuit du dégoût. Ne touche pas, éloigne-toi. La trypophobie, elle, active ce deuxième système, celui de la maladie. Et quand il s'emballe, tout le corps réagit. Et concrètement, ça se traduit comment dans le corps, cette activation? Alors, les symptômes sont très, très parlants. D'abord, on a des réactions sur la peau. Des démangeaisons intenses, la chair de poule et parfois cette sensation vraiment angoissante d'insectes qui rampent sous la peau. Ah oui, c'est très physique. Très. Ensuite, le système digestif est touché de plein fouet. Nausées, quasi systématiques, des crampes, le cœur s'accélère, tachycardie, palpitations. Et logiquement, ça mène à un comportement de fuite, une envie irrépressible de s'éloigner de l'image. Plus de 85% des gens rapportent une anxiété très forte. C'est une vraie tempête physiologique en fait. Bon, d'accord, parlons des déclencheurs. On a tous en tête cette fameuse image de la gousse de lotus. Ah ah, la gousse de lotus, c'est l'emblème, le patient zéro de la trypophobie pour beaucoup de monde. Mais la liste est interminable. On a les déclencheurs naturels, les nids d'abeilles, les coraux, les éponges de mer.
même le cœur d'un tournesol. Et dans l'alimentation, j'imagine que ça peut être un problème. Ah oui, ça peut rendre les repas très compliqués. Le fromage à trous, type emmental, les fraises vues de près, les framboises, le pain aux graines, le chocolat aéré. Rien que de lister tout ça, on imagine que le quotidien peut devenir un parcours du combattant. Tout à fait. Et puis tu as les déclencheurs artificiels. Un pommeau de douche, une semelle de chaussures, une éponge. Le motif est partout. Mais là où ça a explosé, c'est avec le numérique. Les montages. Voilà. Les pires déclencheurs, ce sont souvent les montages Photoshop. Des trous incrustés sur de la peau humaine. Là, le lien avec l'idée de maladie est direct et la réaction est maximale. C'est presque pervers parce que les algorithmes doivent adorer ça. Une image qui provoque une réaction aussi forte, c'est une image qui génère de l'engagement, même négatif. C'est un point crucial. Les réseaux sociaux ont vraiment servi de caisse de résonance. Mais attention, il faut nuancer. Ils n'ont pas inventé la trypophobie. Une étude a montré que 25% des personnes concernées n'avaient jamais entendu le mot avant de ressentir leur première réaction face à un nid de guêpes dans leur jardin, par exemple. Le terrain était déjà là, en fait. Le terrain était là. D'accord. On a le qui, le comment, le quoi. Reste le grand pourquoi. Pourquoi notre cerveau en arrive-t-il à déclencher une alerte rouge biochimique face à une simple éponge, un objet totalement inoffensif? C'est le grand mystère que la science essaie de percer. On a 3 grandes hypothèses qui, à mon avis, se complètent plus qu'elles ne s'excluent. D'accord. La plus solide, c'est l'hypothèse de l'évitement des maladies. C'est de la pure logique évolutive. Notre survie a dépendu de notre capacité à éviter les maladies contagieuses, les parasites. Or, visuellement, les symptômes de maladies comme la variole, la rougeole, Ce sont des amas de pustules, de trous. exactement. Le cerveau aurait donc développé un raccourci. Motif de trou égale danger, égale dégoût, égale fuite. Le problème, c'est que ce système d'alarme est devenu hypersensible. Il surgénéralise. C'est une sorte de super pouvoir de protection qui a un peu déraillé. Une alarme incendie qui se déclenche pour une bougie. Et les autres hypothèses? La deuxième, c'est celle des animaux dangereux. Certains motifs rappelleraient la peau d'animaux venimeux, des serpents, la fameuse pieuvre à anneaux bleus. C'est une piste, mais elle est moins convaincante, parce que ces animaux provoquent de la peur. Or, on l'a vu. C'est le dégoût qui domine. La distinction revient toujours. Toujours. Et la troisième hypothèse est fascinante. Elle est purement neurobiologique. C'est l'hypothèse du stress visuel. C'est-à-dire, Il se trouve que les motifs de trous, avec leur répétition, leur contraste, sont très complexes à traiter pour notre cortex visuel. Ça demande énormément d'énergie neuronale. Cette surcharge créerait un inconfort physique, une fatigue, qui se traduirait par un rejet. Le cerveau dirait « Stop, c'est trop compliqué à analyser, je n'aime pas ça ». c'est incroyable. Donc, ce n'est pas que l'idée du trou, c'est aussi sa structure géométrique qui sature notre système. Cette combinaison est vraiment éclairante. Ce qui nous amène à la question la plus importante, je pense. Une fois qu'on a compris tout ça, on fait quoi? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec cette alarmite hypersensible? Et la réponse, heureusement, est un grand non. C'est le message le plus important à faire passer. Il existe une solution très efficace et validée par la science, la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. La TCC. Oui, et quand je dis efficace, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un taux de succès de 90%. Attends, 90%. C'est un chiffre qu'on voit très rarement en thérapie. C'est un message d'espoir incroyable. C'est un espoir immense. 9 patients sur 10 voient une amélioration significative et durable. Ce n'est absolument pas une fatalité. Pour nos collègues qui écoutent, ça veut dire qu'on peut vraiment orienter les gens vers une solution qui marche. Et ça se passe comment, concrètement, une TCC pour la trypophobie? Alors, c'est un parcours très progressif, très bienveillant. La première étape, c'est la psychoéducation. C'est un peu ce qu'on fait là. Expliquer les mécanismes, déculpabiliser, faire comprendre que ce n'est ni une faiblesse, ni de la folie. Juste ça, ça soulage énormément. J'imagine. Ensuite, on travaille sur la partie cognitive. On apprend à repérer les pensées automatiques du type « c'est dangereux » et à les remplacer par des pensées plus rationnelles. C'est un motif sur une éponge, je suis en sécurité. On reprogramme un peu le logiciel interne. Et puis vient l'exposition qui fait souvent un peu peur. Oui, mais c'est le cœur du traitement, et ça se fait avec une douceur extrême. C'est l'exposition graduée. On construit avec la personne une échelle de la peur. Le premier barreau, ça peut être simplement de lire le mot « trou ». Ah oui, sans même voir d'image.
Juste le concept, juste ce concept. Puis un dessin schématique, bien plus tard une photo en noir et blanc. Et tout au bout, peut-être, la photo de la gousse de lotus. La règle d'or, c'est de ne jamais forcer et de rester avec le stimulus jusqu'à ce que l'anxiété redescende d'elle-même. Le cerveau apprend que c'était une fausse alerte. D'accord. Et il y a une adaptation clé pour la trypophobie. On ne vise pas à ne plus rien ressentir, on vise à augmenter la tolérance au dégoût. L'objectif, c'est de pouvoir se dire « Ok, cette sensation est désagréable, mais elle n'est pas dangereuse et je peux continuer ma journée. C'est un apprentissage de la dissociation entre une sensation et une menace réelle. Est-ce que les médicaments peuvent aider? » Spécifique pour la trypophobie elle-même. Si elle s'inscrit dans un trouble anxieux plus large, alors oui, traiter ce trouble peut aider. Mais pour la phobie en elle-même, la TCC reste vraiment l'approche de première ligne. C'est très clair. Pour finir, si on voulait donner des conseils pratiques, une sorte de petite boîte à outils pour le quotidien, quels seraient les premiers pas? Je dirais 3 choses simples. La première, c'est de continuer à s'informer, comme on le fait ici. Comprendre le pourquoi du comment, ça donne du pouvoir sur la réaction, ça aide à prendre de la distance. Mhm. La deuxième, c'est de s'approprier une technique de relaxation simple, comme la respiration diaphragmatique. Respirer lentement avec le ventre, c'est un outil incroyablement puissant pour calmer le système nerveux qui s'emballe. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Une action physique simple pour contrer une réaction physique complexe. Voilà. Et le troisième conseil, très pragmatique, gérer son environnement digital. On peut bloquer des mots-clés, des hashtags sur les réseaux sociaux pour éviter les expositions sauvages. Et bien sûr, le plus important, si la phobie a un impact sur la qualité de vie, il ne faut pas rester seul. Consulter un thérapeute formé en TCC, c'est vraiment s'offrir la meilleure chance d'aller mieux. Merci, si on résume, on pourrait dire que la trypophobie, c'est pas une peur irrationnelle, mais une réaction de dégoût intense ancrée dans notre biologie pour nous protéger des maladies. Une réaction qui peut être suractivée par notre monde moderne, mais le message clé,